Jamais, je crois, œuvre ne fut plus indispensable et d'intérêt plus général que le métropolitain. Comment l'ai-je conçu et réalisé ligne à ligne avec toute mon équipe en y pensant toujours pour le présent et pour l'avenir. Caché dans ton guichet, contre-plaqué, aggloméré linoléum. Il faut aussi créer chez les hommes un état d'esprit nouveau, orienté vers l'avenir et apporter un changement tout aussi important aux méthodes de travail, ainsi qu'aux techniques qui sont mises en œuvre. 2 milliards de voyageurs par an, 6,5 millions par jour, telle est la clientèle de la régie autonome des transports parisiens. C'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Et quand nous sommes arrivés, ils sont tous écriés « Mon Dieu, d'où venez-vous comme vous sentez mauvais ?» Alors, nous avons tous crié « Le métro !» Alors, on vous avait pourtant défendu d'aller dans le métro. Il nous est rien arrivé. Alors nous ont dit « Nous le prendrons pas !» Tu n'auras plus faire ça. À la fin du 19e siècle, Paris est une ville en pleine expansion. Sa population est passée de 500 000 habitants en 1800 à plus de 2,5 millions. Cette croissance rapide pose un problème. Comment faire circuler toutes ces personnes dans la même ville ? Les omnibus et les tramways hippomobiles ne suffisent plus à répondre à ces besoins. En 1871, après les premières élections municipales, la question d'un transport plus moderne revient sur la table. À cette époque, Paris se limite à 9 gares terminus et 6 gares de passage, toutes interconnectées par la ligne de la Petite Ceinture. Deux visions opposées émergent. D'un côté, la municipalité parisienne, orientée à gauche, souhaite un réseau conçu pour les besoins des Parisiens sous tutelle locale. De l'autre, les compagnies de chemin de fer et le gouvernement conservateur préfèrent prolonger les lignes nationales existantes vers les gares parisiennes. Martin Nadeau, opposant à Napoléon III et exilé en Angleterre, a longtemps habité Londres. Il relate dans ses mémoires: « Nous suivions la plus grande ligne du métropolitain. Chacun des membres de la commission avait un journal à la main et pouvait le lire. L'air était suffisant et la fumée n'incommodait personne. Je croyais bien que rien ne devait entraver l'exécution de notre métropolitain. J'avais compté sur la routine parisienne. » À cette époque, des grandes villes comme Londres et New York ont déjà entrepris la modernisation de leur réseau de transport. En 1863, Londres met en service une ligne circulaire à vapeur pour relier ses gares. En 1867, New York fait de même avec un réseau urbain de trains perché sur des viaducs. Ce n'est qu'en 1890 que Londres inaugure son premier vrai métro souterrain et électrique, connu sous le nom de Tube. Face à ces avancées internationales, la situation à Paris reste bloquée. Cependant, plusieurs facteurs vont finir par débloquer le projet. La pression de l'opinion publique, la croissance démographique et les succès des métros à l'étranger poussent la ville à agir. À cela s'ajoute l'influence des lobbies industriels favorables à la construction du métro et l'imminence de l'exposition universelle et des Jeux Olympiques de 1900. Finalement, Paris obtient le feu vert pour la construction de son propre réseau, avec un contrôle complet sur la conception et la réalisation des travaux. Après des années d'études et de débats, la construction du métro parisien prend forme sous l'impulsion d'un homme, Fulgence Bienvenu. On disait de l'ingénieur Fulgence Bienvenu, c'est un esprit très audacieux mais raisonnable, rigoureux et réaliste. Il montre en toute occasion la ténacité d'un vrai breton. En 1896, l'Hôtel de Ville prend sa décision et charge Bienvenu de la construction du métropolitain. La ligne numéro 1 relie la porte Maillot à la porte de Vincennes, un grand axe de la capitale. Les travaux débutent en octobre 1898 et les 14 km de cette ligne doivent être inaugurés en juillet 1900 pour desservir l'exposition universelle. Les défis sont nombreux. Paris, avec sa densité, présente des sous-sols instables et des infrastructures existantes. Garantir la stabilité des bâtiments, le métro est construit sous les rues, ce qui permet de placer les tunnels quelques mètres seulement sous la chaussée. Plusieurs techniques de construction sont mises en œuvre, comme la tranchée couverte à ciel ouvert. Bienvenu s'assure que le réseau reste sous le contrôle de la municipalité en imposant un gabarit de 2,40 m, empêchant toute interconnexion avec les réseaux extérieurs afin de préserver l'indépendance du métro face aux intérêts privés des grandes familles industrielles. La ligne est inaugurée de manière très discrète pour éviter une surcharge et les Parisiens sont tout de suite séduits.
Enfin est arrivé le jour de l'ouverture du métropolitain. Nous sommes arrivés à l'entrée du métro qui était décoré de drapeaux tricolores. Le métro est arrivé et d'abord j'ai été très content quand j'ai vu arriver le train. C'était très joli. J'ai fait tout le voyage le nez collé à la vitre. Il faut y aller voir parce que c'est bigrement chouette. Le 10 août 1903, un accident a lieu. Entre les stations Couronne et Ménilmontant de la ligne 2 Nord, le câblage qui alimente un des moteurs de traction a pris feu. Très vite, le feu se propage à la prise de courant et à la rame tout entière. De panique, les usagers ne savent pas comment réagir et sont pris au piège des flammes et de la fumée. En tout, c'est 84 personnes qui meurent, carbonisées ou asphyxiées. C'est encore aujourd'hui le plus grave accident que le métro parisien ait jamais connu. Les futures voitures seront remplacées par des modèles métalliques plus longs, les tunnels seront éclairés et les réseaux électriques des stations seront séparés en sections pour minimiser les pannes. Jusqu'à présent, l'exploitation des lignes du métro était assurée par la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, ou CMP. Mais en 1904, une nouvelle convention est signée, confiant à la Société du chemin de fer électrique souterrain nord-sud de Paris l'exploitation de la ligne reliant Montmartre à la porte de Versailles. En 1913, le métro comporte 10 lignes, 8 de la CMP et 2 du nord-sud. Le nombre annuel de voyageurs est passé de 55 millions en 1901 à 467 millions. Le réseau continue de s'agrandir pendant la Première Guerre mondiale et l'entre-deux-guerres, avec l'ouverture des lignes 9, 10 et 11, marquant l'achèvement du réseau à l'intérieur de Paris. Cependant, la population en banlieue connaît une croissance rapide, rendant les réseaux de surface insuffisants. En conséquence, le prolongement du métro au-delà de la capitale est acté en 1927. 3 ans plus tard, la CMP absorbe les 2 lignes de la compagnie Nord-Sud qui n'a jamais pu équilibrer ses comptes, et ses lignes A et B vont devenir 12 et 13. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'exploitation du métro est suspendue sur plusieurs lignes avant de reprendre sous le régime de Vichy. Paradoxalement, c'est une très bonne période pour le métro. À la surface, beaucoup de véhicules, de carburant et de personnel technique sont réquisitionnés. Le réseau de surface, composé de bus et de tramways, connaît une baisse de fréquentation qui se répercute rapidement sur le métro. Ce dernier devient alors quasiment le seul moyen de transport public à Paris et bat des records. On compte 1,3 million d'usagers en 1943. Le métro, à cette époque, est tout aussi bien utilisé par les civils français que par les soldats allemands. Ce qui en fait un lieu de passage intense, mais aussi un espace sous haute surveillance. Les longs couloirs de correspondance servent de terrain pour la diffusion de tracts et de journaux clandestins, des graffitis sont tagués sur les murs, et des V, symboles de la victoire, sont découpés dans des tickets de métro jetés sur les quais. Le réseau devient aussi le lieu de plusieurs attentats et sabotages. Des bombes explosent à République, Marbeuf ou Gare de l'Est, et des pannes sont provoquées partout dans le métro. Après la victoire contre l'Axe, plusieurs stations sont renommées en référence aux Alliés ou à la Résistance. La station Combat devient Colonel Fabien, Petit Ménage devient Corentin-Selton, Boulevard de la Villette devient Stalingrad, et Champs-Élysées devient Franklin D. Roosevelt. En 1948, l'État français crée un établissement public que l'on connaît tous bien, la RATP. Sa mission est d'assurer l'ensemble des transports publics, souterrains et de surface, dans Paris et sa banlieue, auparavant confiés à des entreprises privées. Le nombre de lignes de métro augmente par la séparation des branches les moins fréquentées. L'embranchement de la ligne 7 devient la ligne 7 bis et celui de la ligne 3 la ligne 3 bis. Suite à la fusion de la ligne 13 et de l'ancienne ligne 14 qui reliait les Invalides à la Porte de Vanves, le nombre total de lignes passe à 15. Le 15 octobre 1998 est inaugurée la première ligne automatique du métropolitain, la nouvelle ligne 14 ouverte entre les stations Bibliothèque François Mitterrand et Madeleine. Cette ligne est établie à grande profondeur et elle dispose de stations plus spacieuses et d'une vitesse commerciale plus élevée que le réseau historique. Je les félicite et je souhaite bonne chance, Monsieur le Président, à Météor, qui nous fait d'ores et déjà entrer dans le XXIe siècle et qui portera haut et loin les couleurs de l'industrie française. Nous voici donc face au réseau métropolitain tel que nous le connaissons aujourd'hui. 16 lignes pour 303 stations et plus de 225 km de voies, faisant de ce métro le plus dense du monde. Mais alors, c'est quoi l'étape d'après ? Dans les années 2010, un nouveau plan se dessine, celui du Grand Paris Express.
Ce nouveau projet devrait s'étendre sur 200 km pour 72 nouvelles gares et sera composé de 4 nouvelles lignes automatiques et de l'extension de la ligne 14. L'objectif principal du Grand Paris Express est d'une part de réduire l'usage de la voiture et de l'autre soutenir le développement économique en facilitant la mobilité entre les différentes banlieues. Le projet est prévu pour 2030 et il prouve que la capitale n'en a toujours pas fini avec son métropolitain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Comme toujours, si vous avez une remarque ou des conseils, écrivez-le moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.